Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Je voudrais remercier chaleureusement Christophe Sens de cette invitation, de cette occasion d'échange avec vous. Tant, je crois, nous avons construit avec l'UNAPL, avec ces entreprises, une relation extrêmement constructive ces dernières années. Et je voudrais évidemment saluer la clairvoyance de l'UNAPL qui a fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, le thème clé de ce 32e congrès. C'est évidemment un sujet central. Nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle est un enjeu majeur, en particulier pour les professions libérales. On a beaucoup, je ne vais pas en citer trop, beaucoup d'études internationales qui démontrent l'importance de l'intelligence artificielle, notamment générative pour ces professions. La plupart conviennent que la moitié de la totalité des tâches réalisées par un professionnel libéral en général pourront être assistées par l'IA, donc il y a un potentiel extrêmement important sur le plan économique. On travaille avec beaucoup d'entre vous très concrètement sur les solutions d'intelligence artificielle dans votre quotidien. On a par exemple une étude notariale qui utilise une solution d'IA pour 100 € par mois par utilisateur pour la fonction IA et qui estime gagner 1h30 par dossier, donc un gain très substantiel dans la hiérarchisation, l'extraction des informations des documents et même la pré-rédaction de certains actes. On travaille avec un cabinet de médecins, par exemple, qui utilise un assistant de consultation IA qui gagne un temps considérable dans la rédaction des comptes rendus médicaux, qui également témoigne de la réduction de la charge mentale liée à cet allègement de tâches à moins grande valeur ajoutée, qui réserve en général pour la fin de la journée et qui lui permettent de consacrer plus de temps à ses patients, ou encore un cabinet d'avocats qui a partagé une estimation pour un coût de 2 000 € par an par utilisateur des solutions d'IA qu'il utilise et en estimant qu'elles sont donc rentabilisées au bout de la 3e heure. Et donc là aussi, un retour sur investissement extrêmement important. Et donc cette conviction que nous avons, et nous allons, je crois, le détailler dans les questions-réponses, de l'intérêt pour vous, chacun dans votre domaine, d'adopter certaines de ces solutions. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vous le disais, vous allez être sous le feu des questions de l'UNAPL, et j'appelle à nous rejoindre sur scène les 3 vice-présidents de l'UNAPL, François Blanchecotte, Denis Rénal et Laurent Boulanja. Alors voilà, on va essayer de s'installer pour au mieux. Hop. Alors attendez, me dit-on. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est le robot qui donne des signes de vie et qu'on retrouvera tout à l'heure. Bien. C'est bon, tout le monde est bien installé. Alors, c'est à François Blanchecotte, vice-président de l'UNAPL, délégué à la santé, de poser la première question pour vous, monsieur Thomas Courbe. Oui, mais je suis désolé, je suis de dos, mais c'est pas grave. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci, monsieur le directeur général, de pouvoir répondre à nos questions. La première était plutôt d'aspect financier. En fait, on se posait la question au niveau des TPE de pouvoir savoir si on peut avoir accès à des leviers financiers pour permettre d'installer nos IA dans nos entreprises, parce que c'est un enjeu considérable. Et on voulait voir un peu avec vous quel était le point de vue de la direction générale de l'entreprise, comment vous pouvez voir, comment on peut avoir une aide, ou comment on peut avoir des leviers en tout cas, ou avoir des leviers pour financer ces investissements. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est effectivement une très bonne question. Notre sentiment, c'est que, et je l'ai illustré dans quelques exemples, c'est que les solutions d'IA, quand elles sont adaptées à vos métiers, sont des solutions qui ont une forte rentabilité. Et le rapport, j'ai essayé de l'illustrer sur quelques exemples précis, le rapport entre l'investissement pour se doter de ces solutions et la rentabilité économique finalement de ces solutions est élevé. Et donc notre sentiment, mais c'est un sujet sur lequel on pourra travailler ensemble, notre sentiment, c'est qu'on a surtout besoin aujourd'hui d'objectiver les conditions dans lesquelles l'IA peut être installée
chez un professionnel donné, rendre l'offre plus lisible aussi, puisqu'il y a un sujet de lisibilité de l'offre. Et c'est l'une des actions importantes que nous avons lancées en vue du sommet de l'IA, qui, vous le savez, se tiendra à Paris les 10 et 11 février, dans laquelle nous avons fait un appel d'offres mondial, un appel à candidature mondiale pour recenser les cas résolus, les cas métiers résolus par l'IA les plus efficaces. On a eu 600 réponses déjà, on espère en avoir encore d'autres d'ici le sommet. Et au moment du sommet, on révélera, il y a un jury international qui va sélectionner les 100 solutions les plus efficaces métier par métier. Et c'est typiquement le type d'action, on les publiera d'ailleurs, on les publiera sur le site du ministère, c'est typiquement les actions très concrètes pour mettre en évidence l'offre, en fait, et identifier, en même temps qu'on met en évidence l'offre, sa rentabilité. Donc, pour une fonction métier donné, qu'est-ce que ça coûte de l'intégrer et qu'est-ce que ça rapporte, finalement, pour être très, très concret. Et notre première action, c'est de faire cet effort de lisibilité de l'offre, de mise en évidence de l'offre. Je ne donne qu'un exemple et je ne sais pas si elle sera sélectionnée par le jury, mais pour essayer d'être le plus concret possible dans votre pratique, puisqu'on parle de santé ici, on a par exemple la solution d'Alvia de DocaPost qui est basée sur le moteur Mistral IA et qui est une solution très mature de synthèse de dossiers médicaux, de rédaction de comptes rendus, de préparation de lettres de liaison, un peu dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est typiquement un exemple dans lequel il nous semble qu'il faut surtout matérialiser l'offre, la qualifier, à ce stade en tout cas. Alors, vous avez raison, peut se poser la question du financement. On voit d'ailleurs qu'il y a eu certaines initiatives, par exemple le Barreau de Paris, qui a signé un accord pour financer les premiers mois d'abonnement des cabinets d'avocats qui le souhaiteront sur certaines offres d'IA. Et ensuite, pour conclure, on partage l'idée qu'il y a un sujet plus global de financement des professions libérales. On a essayé de le traiter donc soit pour investir dans l'IA, soit d'une manière générale pour le financement de vos activités. On a essayé de le traiter déjà une première partie dans l'ordonnance profession libérale il y a 2 ans. Et vous le savez, on a lancé une mission des inspections pour réfléchir à des solutions nouvelles de financement des professions libérales et on fera au printemps des propositions concrètes qu'on soumettra à la consultation évidemment de l'UNAPL pour identifier si des nouvelles solutions sont nécessaires et à ce moment-là, on pourra notamment regarder le sujet de l'adoption de l'IA parmi tous les besoins d'investissement. Monsieur Blanchecotte, si vous le souhaitez, peut-être, si vous voulez vous installer ici, ce sera plus confortable parce que... Ah bah voilà, parfait. Voilà. Bien, On va rester pragmatique. Oui. Voilà, c'est ça. Là, c'est parfait. Deuxième question. C'est notre mot d'ordre, le pragmatisme. Je laisse la parole à Denis Rénal, vice-président de l'UNAPL, délégué au droit. Oui, bonjour à toutes et tous. Monsieur le directeur, merci pour votre intervention aujourd'hui. Et puis, je voulais rappeler que vous étiez aussi activement intervenu il y a quelques mois à notre colloque du 8 octobre dernier sur le sujet de l'indépendance. Alors, ma question ira sur le sujet de l'indépendance et notamment de savoir que si vous considérez que l'intégration de l'intelligence artificielle, on sait que dans les professions libérales, et on sait que souvent c'est quand même avec des fortes capitalisations à l'origine, peut être une menace en fait pour cette valeur centrale, fondamentale des professions libérales, valeur d'ailleurs obligatoire des professions libérales réglementées. Et le cas échéant, quelles actions le ministère des Entreprises peut-il mener pour garantir, préserver l'indépendance des professionnels libéraux ? Merci, c'est effectivement une question centrale et qui revêt beaucoup de dimensions. La première, c'est que ce qui nous semble essentiel, c'est évidemment que le professionnel ait une bonne compréhension des limites des outils qui peuvent être utilisés. Évidemment, il n'y a pas de doute sur le fait que la responsabilité reste chez le professionnel et donc ça nécessite pour qu'il l'exerce pleinement de bien connaître les limites. Et ça nous incite à regarder des options dont l'une d'ailleurs a été proposée par un rapport récent du Sénat qui est dès la formation initiale d'inciter les organismes de formation initiale, universités et autres acteurs de formation à habituer leurs élèves à l'utilisation des outils. Donc pour dès le début de la formation, commencer à apprivoiser finalement ces outils pour en connaître les limites. La deuxième dimension de votre question, c'est qu'une forme d'indépendance sur ces sujets
va être réalisé par le fait qu'on aura des offres françaises d'intelligence artificielle adaptées à vos besoins. On travaille évidemment activement sur ce sujet. On a, il y a un an, commencé à sélectionner des communs, donc des communs numériques qui vont permettre d'aider les développeurs à développer en France à développer des solutions d'IA. On a lancé en juin dernier un programme pour sélectionner et accélérer les offres d'IA appliquées à des professionnels les plus prometteuses. Et donc ça, c'est un programme qui est en cours. On va les sélectionner et les financer pour avoir des offres françaises qui répondent le mieux possible aux besoins des professionnels, notamment des professionnels libéraux. Et on a dans ce programme à peu près 30% des offres qui concernent directement les métiers du droit, du chiffre ou de la santé, donc qui vont vous intéresser. La troisième dimension, c'est qu'il y a une réponse en partie réglementaire. Et dans l'indépendance, il y a, donc j'évoquais la souveraineté, la capacité à maîtriser les limites des outils, mais il y a aussi l'indépendance économique. Et donc, on a mené une réflexion, enfin, on travaille actuellement avec la Commission européenne pour voir s'il faut étendre, alors je ne rentre pas dans les détails de la régulation européenne, mais la réglementation européenne des Digital Markets Act à l'IA. L'un des objectifs de cette réglementation, c'est d'empêcher un grand fournisseur numérique de vous piéger dans une relation commerciale avec des prix qui augmentent. Et donc, ça c'est très connu pour le cloud, pour les services de cloud. Et il nous semble qu'il faut, en tout cas, envisager de l'étendre à l'IA pour empêcher ces mécanismes, notamment assurer la portabilité. C'est-à-dire vous contractez une solution d'IA avec un fournisseur et pouvoir en changer facilement sans être pris dans la relation commerciale. Et ça, il peut y avoir une réponse réglementaire. Dans les autres réponses réglementaires, et vous, un certain nombre d'entre vous, pas tous, mais y êtes soumis sur la sensibilité des données. Et ça, on a pour nous une offre qui est une labellisation réglementaire qui s'appelle SecNum Cloud, qui assure la sécurité des données dans le cloud pour les données les plus sensibles. Et c'est, pour certains d'entre vous, je pense que c'est une solution réglementaire utile. Et on a une multiplication des offres labellisées SecNum Cloud et donc dans lesquelles on utilise l'IA pour répondre à ce besoin. Une autre dimension, c'est qu'on veut que les modèles soient entraînés sur des données françaises. Et donc, et ça d'ailleurs, l'open data des décisions de justice, je pense, va dans ce sens pour nourrir l'entraînement des modèles. Les communs que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a développés, contiennent des jeux de données en français qui seront aussi utilisés pour être le plus proche possible aussi des pratiques juridiques, en droit civil par exemple, qui sont françaises. Et puis peut-être le dernier élément, et ça rejoint mon dernier point de l'intervention précédente, qui était l'indépendance financière. Et donc, je pense qu'on a encore devant nous à travailler sur la question du financement des activités des professions libérales. C'est aussi une autre voie pour assurer cette indépendance, finalement, du professionnel. Merci beaucoup. Et la troisième... vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, non ? Ah, je vous ai vu reprendre non, le sinon micro. que c'était très clair et que ça fait, je pense, très utile d'entendre des réponses déjà factuelles, réelles et sensibles aux différents impératifs des familles, en particulier effectivement de la confidentialité des données, du RGPD, du secret professionnel, de la confidentialité des échanges, etc. Merci beaucoup. Je laisse le soin maintenant à Laurent Boulanja, vice-président de l'UNAPL, délégué technique et cadre de vie, de poser la troisième et dernière question. Rebonjour, monsieur le directeur général. J'ai effectivement la chance de représenter cette famille technique et cadre de vie, qui a la particularité d'être une famille extrêmement riche et variée, puisque on peut parler des moniteurs de ski, des gens du conseil, des agents généraux, des experts comptables, dont on a déjà beaucoup parlé. C'est aussi une famille qui accueille, on va dire, relativement régulièrement des nouveaux métiers. Oui. Donc on peut imaginer demain que justement l'IA apporte des nouveaux métiers à l'UNAPL, mais elle comporte aussi des métiers qui sont parfois menacés par l'IA. Je pense notamment à nos amis traducteurs. La question, c'est donc de savoir aujourd'hui comment vous pouvez aider ces différents métiers qui sont vraiment différents à appréhender l'IA. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de vos services ? Et j'ai même envie de dire à qui peuvent s'adresser pour être accompagnés sur ces sujets-là, qui peuvent être des transformations majeures pour un certain nombre de nos ressortissants.
Alors effectivement, vous représentez des professions très variées, aussi très dynamiques, puisque 80% des créations d'entreprises libérales se font dans ce secteur. Et effectivement, la première réponse, c'est de dire que malgré la diversité des professions que vous représentez, elles ont en général des enjeux communs de productivité, et pour lesquels il y a des solutions d'IA qui existent déjà et qui sont matures. C'est tous les enjeux finalement dans toutes les activités qui nécessitent, et je crois qu'il y en a peu qui ne nécessitent pas des gestions d'emails par exemple. Il y a des outils extrêmement efficaces qui permettent de gérer les emails, de les prioriser, de préparer des réponses et donc de gagner beaucoup en productivité dans la relation qui est souvent la matérialisation la plus basique de la relation client. Et on a des outils de ce type, on a des outils aussi assez avancés de préparation de contrats, de gestion contractuelle, ou encore beaucoup des professions que vous représentez, d'une manière ou d'une autre, ont à gérer des documents, à en faire des synthèses et à écrire des rapports. Et là aussi, on a des outils qui sont assez matures, qui permettent de gagner en productivité dans toutes ces tâches. Donc, il nous semble qu'il y a déjà un socle commun de besoins à beaucoup des entreprises que vous représentez qui peuvent être des gains de productivité assez faciles à implémenter et rapides à gagner. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est de prendre en compte les spécificités. Et d'ailleurs, je suis heureux que vous citiez les traducteurs, puisqu'on a engagé avec les traducteurs et interprètes au sein de l'UNAPL un dialogue spécifique sur l'IA. Et finalement, c'est la réponse que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est que ce dialogue qu'on a engagé sur, vous avez raison, des besoins, des défis qui sont très spécifiques à la profession. On est prêt à les aborder avec d'autres catégories des métiers que vous représentez qui vont faire face à des défis ou des opportunités particulières à leur métier. Et donc, on peut avoir des dialogues très détaillés sur ces sujets avec eux pour essayer de trouver des solutions ad hoc, en fait, sur mesure. Et d'ailleurs, mes équipes sont présentes ici et donc à la DGE seront heureuses de travailler avec vous, avec les différentes professions que vous représentez pour trouver ces solutions de manière spécifique. Et je pense aussi, compte tenu de la variété des sujets qui vont se poser sur l'IA, qu'on compte à ce dialogue direct, mais aussi sur les maisons des professions libérales qui vont être, de notre point de vue, naturellement un relais pour identifier ces sujets spécifiques, nous les faire remonter à travers vous et à travers l'UNAPL, et qu'on puisse y travailler avec vous, puisqu'on voit que le champ des possibles est très important dans votre domaine. Merci beaucoup, et je pense que nous serons tous ravis de vous accueillir bientôt pour une belle inauguration d'une maison des professions libérales. Tout à fait. Merci infiniment. Merci à tous les quatre. Si vous aviez peut-être un dernier message à faire passer, monsieur le directeur général, tout a été dit ? Oui, je pense que tout a été dit. À nouveau, on veut vraiment travailler avec vous, et comme vous l'avez dit, de manière très concrète, très pragmatique, sur des solutions qui vont marcher dans votre activité quotidienne. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci à vous, cher vice-président.